Bonjour tout le monde, bienvenue au sixième cours de Pouvoir, démocratie et liberté. Aujourd'hui, on poursuit en fait avec notre étude de la démocratie. On a vu au dernier cours la démocratie canadienne qu'on appelle le parlementarisme, influencé, inspiré du modèle britannique. Là, on va voir la démocratie américaine. On va en fait comparer un peu les deux parce que même si on a affaire à deux démocraties, on a quand même affaire à deux modèles qui sont quand même assez différents dans leur fonctionnement. Donc, on va procéder un peu de la même façon qu'on a vu au dernier cours. On va voir premièrement la structure de l'État américain, comment il fonctionne. On va analyser une partie de la séparation des pouvoirs aux États-Unis et on va aussi comparer leur propre processus électoral et ça nous permettra en fait de voir avec la démocratie canadienne un peu les éléments de ressemblance et aussi de dissemblance. En fait, l'État américain est divisé aussi en trois éléments, un peu comme l'État canadien, mais il y a quand même des distinctions importantes. Premièrement, au niveau du type d'État, l'État américain est une république, contrairement à la monarchie constitutionnelle qu'est le Canada. On va voir un peu tantôt c'est quoi. Comme le Canada, l'État américain est aussi une fédération qui est composée de 50 États. Et là, ici, c'est encore plus évident parce que le nom le dit, les États-Unis, donc États-Unis dans une fédération. Et finalement, le type de gouvernement aux États-Unis, ben, c'est une démocratie présidentielle. Ça aussi, on va voir un peu c'est quoi. Vous avez dans le schéma, en fait, l'ensemble de la structure politique américaine qu'on va regarder. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, la relation entre les trois éléments ainsi que le peuple américain et son importance sur le rôle, on pourrait dire, de la vie politique américaine. On va expliquer un peu tous ces éléments-là un peu plus loin, mais ça nous donne un portrait d'ensemble de comment on peut voir toute cette structure-là. On dit que les États-Unis sont une république. Pourquoi? Essentiellement parce que l'idée de la république, c'est un système politique où les dirigeants sont élus par la population ou une partie de la population et aussi peuvent être révoqués par cette même population. C'est-à-dire que les gens peuvent décider de les renvoyer puis de les remplacer par d'autres. Donc, essentiellement, évidemment, dans le système d'élection où là, à toutes les quelques années, généralement environ 4 ans, ce qui est le cas pour les États-Unis, mais là, on va voir que certains détails un peu plus complexes dans leur système. Le peuple américain est appelé à aller voter et à choisir des nouveaux dirigeants, autant au niveau exécutif qu'au niveau législatif. Niveau judiciaire, c'est une autre histoire, c'est pas eux qui choisissent, le système est un petit peu plus complexe de ce côté-là. Mais pour le législatif et l'exécutif, c'est vraiment les Américains ici qui choisissent. Et là, pour fonder l'idée de la République, parce que là, historiquement, aux États-Unis, ça remonte jusqu'à les tout débuts. Puis vous voyez là dans le coin en haut, en fait, il y a une partie de la Constitution américaine où on commence, en fait, nous, le peuple des États-Unis, we the people. Donc, ça vient déjà fonder cette idée-là, le principe à travers lequel ben, tout le pouvoir, toute la structure des États-Unis allait fonder sur le peuple. Donc, si on continue avec la citation, nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, du pouvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le préambule, en fait, de la Constitution avant qu'on embarque dans l'article 1 et ainsi de suite. L'idée ici qu'on voit, c'est à l'époque les pères de la Fédération de la Constitution américaine étaient évidemment marqués de la monarchie britannique et cette capacité-là de la monarchie à intervenir de manière arbitraire et presque absolue.
dans la vie des gens et sur ce qui pouvait se passer, là, dans ce cas-là, dans la vie de la colonie ou des colonies américaines. Donc, une fois la guerre d'indépendance terminée, une fois les Britanniques partis, ben là, les Américains ont pu fonder leur idée. Puis là, on est en pleine période des idées libérales. Faut pas oublier non plus que seulement quelques années plus tard, la France va connaître sa révolution. Donc, on est vraiment dans une période où les idées libérales, l'idée de la démocratie fait son chemin un peu partout en Occident. La question qu'il faut se poser, c'est quand on dit aux États-Unis, nous le peuple, est-ce que c'est le peuple qui décide des choses comme ça? Est-ce que c'est aussi vrai qu'on le prétend? Bien évidemment, avec le temps, avec l'évolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour le mieux, mais aussi pour le pire. D'une part, à l'époque, le nous, le peuple, bien évidemment, c'était pas tout le monde qui avait le droit de vote. Ça a pris un certain temps. Il a fallu acquérir le droit de vote pour la majorité des Américains, dont les derniers en tête de liste, ça a été les Afro-Américains et les Noirs, qui ont été les derniers à avoir le droit de vote. Et ça, on parle de quand même relativement récemment, parce qu'on leur a donné le droit de vote seulement autour des années 20, des années 30 aux États-Unis. J'ai plus la date exacte, là, je me rappelle plus précisément, mais ça tournait autour de ça. Et les droits des Noirs ont été pleinement reconnus seulement à partir des années 60 avec le mouvement des droits civiques avec quelques leaders, dont Martin Luther King, entre autres, et une femme, Rosa, dont j'ai oublié le nom. Désolé. Donc, aujourd'hui, quand on regarde un peu l'ensemble du fonctionnement américain, bien évidemment, la démocratie est loin d'être parfaite. Ben là, on le voit présentement, il y a beaucoup de divisions dans la société américaine. Le système, comme il était censé fonctionner, ne fonctionne plus du tout comme il était. Ça, c'est sans compter, au-delà des divisions, toute l'influence, on pourrait dire, on pourrait résumer ça simplement, toute l'influence de l'argent sur la politique américaine. À Washington, ce qu'on appelle les lobbies, les gens qui interviennent auprès des politiciens pour influencer les décisions d'un côté ou de l'autre, il y a une horde de gens comme ça, que notamment des organisations, des grandes compagnies dépensent à coups de millions, sinon à coups de milliards pour faire avancer leur propre cause. Et souvent, ben, ça va se faire au détriment, on pourrait dire, du bien commun de l'ensemble des Américains. Mais encore là, même cette notion-là aux États-Unis, elle est très partagée parce que il y a beaucoup de gens, puis on le voit présentement, qui défendent une certaine idée des États-Unis et il y en a qui sont entièrement en désaccord avec ces gens-là. Et là, les confrontations deviennent de plus en plus agressives parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, à se parler pour arriver, on pourrait dire, à des consensus qui vont permettre ce bien commun-là. Donc, d'un certain point, on pourrait dire qu'actuellement, la République américaine, ben, d'un certain point de vue, elle est en danger. On dit que les États-Unis sont une fédération. Au départ, en fait, les États-Unis étaient une confédération. C'est-à-dire que les 13 premiers États américains en 1781, donc même avant la déclaration d'indépendance, avaient pris la décision de s'organiser politiquement et de se réunir ensemble. La différence avec la confédération, c'est qu'il n'y avait pas un gouvernement central comme on le connaît là, actuellement à Washington ou dans le cas à nous à Ottawa pour le Canada. Il n'y avait pas de gouvernement central et il y avait plutôt un organe de décision où tous les États devaient s'asseoir ensemble et prendre des décisions qui étaient seulement applicables si on avait obtenu l'unanimité. Donc, tout le monde devait être d'accord. C'est un système peu efficace, puis ça a causé des problèmes, ce qui a amené finalement à une évolution, puis à des débats au sein même des États-Unis pour transformer la Confédération en fédération. Donc, à partir du moment où là, on va, puis entre autres, il y a un auteur important aux États-Unis qui s'appelle James Madison, qui est un des responsables de la cause fédéraliste aux États-Unis. Et c'est à partir de là qu'on va créer le pouvoir à Washington. Et là, évidemment, avec
ce qu'on connaît actuellement. Mais tranquillement, ça va évoluer parce que si vous regardez la carte, les Américains vont essentiellement pousser tranquillement vers l'ouest. En fait, vous avez sûrement déjà entendu l'histoire de la conquête de l'ouest des États-Unis. Ben, on voit avec les années comment ça a évolué. Donc, entre autour, on pourrait dire, de 1775, 1780, jusqu'à le milieu du 19e siècle, parce que si vous regardez plus loin, la Californie, l'Oregon, ben, c'est tout au milieu du 19e siècle. Donc, les États-Unis vont acquérir des nouveaux territoires et vont fonder des nouveaux États jusqu'à la fin du 19e. Et c'est là qu'on va, au bout du compte, connaître, on pourrait dire de manière un peu plus définitive, le territoire américain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec deux ajouts plus tard, en fait, après 1914, qu'on dit l'Alaska et finalement Hawaï. Donc, si on regarde l'ensemble de cet État-là, bien évidemment, c'est chapeauté, on l'a vu un peu avant, c'est chapeauté par une constitution. La constitution américaine, en fait, est assez simple. Elle est composée de 7 articles et de 27 amendements. Donc, on a apporté avec le temps 27 modifications, c'est ce qu'on appelle des amendements, à la Constitution américaine, évidemment pour l'adapter aux réalités de l'évolution de la société américaine. On dit encore aujourd'hui qu'elle est la plus vieille constitution au monde. Donc, les Américains sont quand même les premiers dans le monde à avoir établi une démocratie comme on la connaît. Il y avait déjà des éléments de démocratie, par exemple, au Royaume-Uni. Il y avait un parlement, mais c'était encore la monarchie. Mais si on parle d'un État fondé avec une constitution, une démocratie, pas d'autre pouvoir qui dirige, autre que celui qui vient du peuple, donc fondé sur la République, ben, les États-Unis étaient les premiers. La fédération, plutôt, va évoluer avec le temps. Puis ce qu'on va constater notamment, c'est que les Américains vont passer d'un État fédéral assez lousse qui donne beaucoup de pouvoir à l'ensemble des États. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les États américains ont quand même un bon pouvoir de décision, mais peu à peu, le gouvernement central à Washington va éventuellement de plus en plus centraliser une partie des pouvoirs. Pour toutes sortes de raisons, en fait, différentes évolutions, la guerre de sécession, les deux guerres mondiales, la question des Noirs aux États-Unis, des choses comme ça, tout ça va faire évoluer la crise économique de 1929, où là, le gouvernement central est beaucoup intervenu. Donc, tout ça va faire évoluer le pouvoir central américain, la fédération américaine, vers de plus en plus de centralisation. Ce qui va évidemment créer certains problèmes parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont assez frileux, on pourrait dire, à l'idée d'un gouvernement central fort. Les Américains gardent encore dans leur culture politique cette idée qu'ils doivent être libres à tout prix, puis notamment ne pas être soumis à une forme de gouvernement qui pourrait être autoritaire. Ce qui n'est pas actuellement le cas, puis ce qui est un peu contradictoire actuellement avec l'attitude de Trump, parce que Trump est assez autoritaire, on pourrait même dire probablement qu'il serait très confortable à la tête d'une dictature avec le style de personnalité qu'il a, mais en même temps, il est admiré par des gens qui sont assez, rébarbatif, on pourrait dire, à l'idée d'avoir un gouvernement central fort. D'où la naissance, il y a quelques années, du Tea Party, qui était justement des gens qui s'opposaient, puis qui faisaient surtout partie des républicains, qui s'opposaient à cette idée-là d'une centralisation des pouvoirs aux États-Unis. Malgré tout, le fédéralisme américain reste quand même assez flexible. Il va y avoir deux éléments qui vont définir, on pourrait dire, l'esprit de la fédération américaine. Ce qu'on appelle le principe de superposition et le primauté du droit fédéral. Donc, ici, c'est l'idée, avec le principe de superposition, c'est que le fédéral peut en fait s'ingérer dans les affaires des États et surpasser les pouvoirs
des États, grâce à ce pouvoir-là du principe de superposition. C'est-à-dire que si des États prenaient des décisions qui sont considérées comme contre la Constitution américaine ou pour d'autres raisons aurait à être invalidé par le gouvernement central, donc le gouvernement central peut intervenir. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais c'est arrivé dans le cas, par exemple, de la ségrégation des Noirs. Là, le gouvernement central, à l'époque, je me trompe, c'est pas Woodrow Wilson, excusez, c'est Lyndon Johnson qui était le président et qui a invoqué justement la primauté, le principe de superposition pour intervenir dans les États du Sud qui appliquaient encore la ségrégation à l'égard des Noirs. Et finalement, ben, la primauté du droit fédéral, ben, c'est l'idée que, encore là, ça se rattache à l'autre principe, que la Constitution va primer sur l'ensemble des décisions des États. Donc, encore là, si un État prend une décision, met en place une politique, mais qui est contestée, cette contestation-là peut remonter jusqu'à Washington et peut être battue par une décision, par exemple, de la Cour suprême dans ce cas-là. Donc, ce qui va faire que les États-Unis vont évoluer en fait dans un certain pragmatisme, c'est-à-dire que on va être réaliste par rapport à la situation, à l'évolution de la société américaine et on va essayer de transformer en fait cette société-là et la politique, la culture politique en fonction de l'ensemble de ces réalités-là. Reste encore, comme je disais tantôt, qu'aujourd'hui, ben, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer aux États-Unis dans la mesure où là, la société évolue vers quelque chose à premier regard qui semble dangereux, mais peut-être qu'il va évoluer vers quelque chose de mieux. Mais là, présentement, il y a des divisions tellement importantes aux États-Unis qu'éventuellement, ça va déboucher sur quelque chose. Une réforme politique, des changements importants, ou peut-être des actions, on pourrait dire, plus violentes, voire même une guerre civile, parce qu'il y en a qui parlent de ça. On espère que non, parce que c'est sûr que nous, au Canada, on va probablement ressentir les contre-coups si une telle chose arrivait. On n'est pas rendu là, mais probablement que les États-Unis sont appelés à changer d'ici peu. On arrive maintenant à la question de la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Ben, tout comme au Canada, en fait, puis comme dans toute bonne démocratie, les Américains séparent le législatif de l'exécutif et le judiciaire. Euh, on peut observer ici une particularité qui est assez différente avec le Canada. Si vous vous rappelez, le Canada, je disais que dans la séparation des pouvoirs, au moment des élections, on va élire des députés et de ces députés-là va se former le gouvernement à partir du parti politique qui va avoir obtenu le plus de sièges. Donc, dans ce cadre-là, on dit que la séparation des pouvoirs au Canada, elle est souple. Aux États-Unis, on parle plutôt d'une séparation des pouvoirs rigide, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la Chambre des représentants, donc le législatif, qui sont élus. On reviendra un peu sur les détails. Et d'un autre côté, il y a l'exécutif qui est élu à part. Donc, on va élire le président complètement à côté de l'élection des représentants et du Sénat. Donc, commençons par le législatif. On va voir un peu la mécanique et qu'est-ce qu'ils font exactement aux États-Unis. Bon, ce qui est le pouvoir législatif aux États-Unis, on appelle ça le Congrès. Donc, dans les médias, quand on parle du Congrès, on fait référence essentiellement à cette institution-là qui, d'un côté, comporte la Chambre des représentants, donc encore là, la Chambre basse, et la Chambre haute, qui est le Sénat. Différence importante encore avec le Canada, les Américains vont élire les sénateurs. Donc, ils ne sont pas nommés, par exemple, par le président ou chez nous, par le premier ministre, mais ils sont plutôt élus. On va avoir 100 sénateurs. En fait, si vous faites le calcul, vous avez 2 sénateurs par État américain qui vont être élus pour un mandat de 6 ans. Comment on fonctionne? En fait, à chaque élection, on ne va pas renouveler l'ensemble des 100 sénateurs, mais on va plutôt renouveler le tiers, qui va se dérouler en même temps que les élections de la Chambre des représentants. Bon, on reviendra sur le rythme un peu parce qu'on est justement en année électorale aux États-Unis.
Du côté de la Chambre des représentants, on parle de 435 sièges au total et les représentants sont élus pour un mandat de 2 ans. Pourquoi 435 sièges? Essentiellement, c'est un nombre un peu arbitraire qui a été mis en place il y a plusieurs années de ça aux États-Unis. Et on répartit ce nombre de sièges-là au prorata des populations des États. Donc, évidemment, les États les plus populeux vont avoir plus de sièges, par exemple la Californie. Tandis que des États plus petits vont se retrouver, par exemple, avec juste un siège, par exemple l'Alaska. Donc, et ça peut changer. Là, à toutes les 10 ans, puis justement, cette année, on est encore là-dedans. À toutes les 10 ans, on va faire un recensement de la population américaine et on va revoir en fait la répartition des sièges en fonction des États. Donc, ça peut arriver qu'il y a des États qui perdent des sièges et d'autres qui vont en gagner. Évidemment, il y a un peu une bataille politique autour de ça, puis entre autres, ben là, Trump a voulu stopper le recensement cette année. Il n'a pas donné les raisons, mais on peut douter il craint peut-être qu'on retire des sièges à des endroits clés pour lui où il pourrait faire plus de gains à ce niveau-là, du moins pour les républicains. Il n'y a pas juste Trump, mais il y a l'ensemble du parti qui va jouer. Et autant le Parti républicain que le Parti démocrate vont évidemment avoir leur mot à dire un peu sur le déroulement des choses. Sauf que le recensement, c'est censé être fait par une entité complètement indépendante dans ce cas-là, mais évidemment, il peut toujours y avoir des interférences politiques. Donc, si on regarde la mécanique du vote, on a des représentants qui sont élus pour 2 ans, des sénateurs qui sont élus pour 6 ans et un président qui est élu pour 4 ans. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on tient des élections à tous les 2 ans. À tous les 2 ans, on va complètement renouveler la Chambre. On va renouveler un tiers des sièges du Sénat. Et à chaque 4 ans, donc quand on arrive à un autre 2 ans, ben là, en plus de ça, on va renouveler le mandat ou on va changer de président. Donc, on fait ça et ce qui fait que les Américains, plus que chez nous, sont presque constamment en campagne électorale. Il y a souvent des élections aux États-Unis. Et ça, c'est sans compter, ici, on parle juste de Washington de ce qui se passe à Washington, parce que faut pas oublier qu'en même temps qu'on tient les élections comme ça aux États-Unis, pour Washington, on va en même temps avoir la même structure pour les États. Donc, on va voter pour un gouverneur d'État qui va être là pour 4 ans. On va voter pour une Chambre des représentants, si on veut, un législatif dans chacun des États. Fait que les Américains qui, par exemple, vivent en Floride, ben, vont voter pour le législatif dans l'État de la Floride. Ils vont voter pour des sénateurs aussi dans leur propre État. Et ils vont aussi voter pour une panoplie de monde parce qu'il y a on vote beaucoup pour différents postes aux États-Unis. Vous pouvez être à certains endroits, puis on peut voter, par exemple, pour le commissaire de l'école. On peut voter pour le chef des pompiers. Bon, ça va dépendre des règles, ça va dépendre de chacun des États, de ce qu'ils décident, mais on peut voter comme ça pour plusieurs personnes, ce qui va faire que quand on va voter aux États-Unis, on peut avoir un bulletin de vote qui est quand même assez long avec plusieurs noms pour chacun des affaires. Donc, quand les Américains vont voter, ça prend un certain bout de temps et vous devez avoir une bonne idée de pour qui vous votez. Ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, pour beaucoup de monde, où l'on va voter souvent pour une préférence à l'égard d'un parti, pour des valeurs qu'on a qui sont représentées par un personnage en particulier ou notamment un parti politique. Donc, les gens vont plus baser leur choix là-dessus. Qu'est-ce que le Congrès fait? Bon, si on regarde rapidement, on voit juste ici en bas qu'ils ont quand même des pouvoirs importants au niveau législatif, au niveau fiscal et aussi au niveau financier. Premièrement, c'est le Congrès qui vote le budget. Donc, à chaque année, ici on parle d'un budget qui tourne autour de 3,8
billions. On parle bien de billions, là. Il n'y a pas d'erreur là, ici, parce qu'en anglais, billion, c'est des milliards. Non, non, on parle de billions, donc des milliers de milliards. Fait qu'on parle de 3,8 milliers de milliards qui est voté en budget aux États-Unis. Donc, c'est un budget quand même assez considérable, là. On est à des lieues de celui, par exemple, du Canada, puis encore plus de celui du Québec. C'est le Congrès aussi qui va procéder à l'ensemble des nominations. Par exemple, on en a une actuellement. On est en pleine période de nomination de nouvelles juges à la Cour suprême. Donc, cette personne-là a été choisie par le président. C'est le président qui choisit la personne, mais après, ça doit être approuvé par le Congrès. Donc, il y a des nominations comme ça qui doivent être approuvées par le Congrès. Même chose quand le président choisit ses secrétaires. Aux États-Unis, on va parler de secrétaire, ce qui est la même chose que nos ministres ici. Par exemple, si on parle du secrétaire à la défense, ben, c'est l'équivalent du ministre de la Défense au Canada. Donc, le président nomme ses secrétaires. Ils vont être entérinés par le Congrès. C'est le Congrès qui va avoir le dernier mot sur la politique étrangère. En fait, c'est le Congrès qui s'occupe de la ratification de l'ensemble des traités qui vont être signés par les États-Unis. Le président s'occupe de la politique étrangère. C'est lui qui est le représentant, c'est lui qui va négocier, c'est lui qui va envoyer son personnel. Mais une fois qu'il y a des traités, par exemple un traité de paix, mais ça peut être des traités sur d'autres sujets aussi, l'environnement, des choses comme ça revient au Congrès de le ratifier et de le rendre valide. Donc, le président n'a pas le dernier mot sur ces questions-là. Donc, finalement, il y a beaucoup des actions, on pourrait dire, que le président peut faire, qui doivent quand même reposer sur le dernier mot que le Congrès va appeler. Donc, ça, c'est comme ça depuis le début. La façon qu'on a conçu la démocratie américaine, on a voulu s'assurer que le Congrès a toujours son mot à dire, puisque ils sont élus par le peuple et ben, ils sont censés être des représentants du peuple dans ce cadre-là. On va revenir sur certains détails. L'image que vous voyez en haut, c'est en fait le Congrès. Plus précisément, c'est le bâtiment qu'on appelle le Capitole, où de chaque côté, dans un aile, on va retrouver la Chambre des représentants et dans l'autre, le Sénat. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont tendance un peu à confondre. Il y a des gens, quand ils voient ça, qui pensent que c'est la Maison-Blanche, ce qui n'est pas le cas. C'est bel et bien le Capitole. Donc, ici, on va parler plus précisément de la comparaison qu'on peut faire avec le système canadien. Première des choses, les élus au Congrès ont beaucoup plus d'autonomie vis-à-vis de l'exécutif. C'est-à-dire que comme le gouvernement émane pas du législatif, donc comme les deux ne sont pas imbriqués un peu ensemble, ceux qu'on appelle les congressmen and congresswomen, sont complètement à part de la Maison-Blanche, ce qui leur permet de discuter entre eux, de faire des échanges, de marchander, de négocier, de parler. Et il n'y a pas toujours l'ascendance, on pourrait dire, du président qui va être là puis qui va décider de l'ordre du jour. En fait, contrairement au Canada, où là, le premier ministre, comme j'avais expliqué, a beaucoup de capacité d'intervention sur l'ensemble de comment les choses vont se dérouler, ou du moins de quel sujet on va débattre. Là, le Congrès a l'entière liberté de décider de son ordre du jour et le président peut apporter des sujets au Congrès, mais le Congrès n'est pas obligé d'en débattre et c'est eux qui décident des projets de loi et des discussions qu'il va y avoir, des comités qui vont être formés, de quels projets de loi sur lesquels on va se pencher, qu'on va étudier, qu'on va retravailler, etc. Tout se fait là. Ce qui amène à un autre élément aussi important puis qui est différent du Canada, on va dire la discipline de parti, elle est passablement moins forte qu'au Canada. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais contrairement au Canada où je vous expliquais que les députés sont obligés de voter selon la décision du chef,
peu importe que vous soyez dans l'opposition, que ce soit le premier ministre, les députés sont obligés de suivre dans le cas du Canada comme dans le cas du Québec. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Là, les sénateurs, les représentants peuvent choisir de voter contraire à ce que leur parti va décider. Ce qui va faire en sorte qu'à l'intérieur notamment du Congrès, il y a toujours des négociations qui vont être faites pour aller voir qui, dans l'autre parti, aurait peut-être tendance à vouloir voter de l'autre côté. Donc, par exemple, si on est des démocrates qui veulent gagner un vote, il nous manque des votes à aller chercher. On sait qu'on a la majorité des démocrates devant nous, mais on sait qu'il y a des républicains qui sont peut-être un peu plus pâles comme républicains sur certains enjeux. On va à ce moment-là aller négocier avec eux puis voir, ben, OK, si tu votes avec nous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Puis là, à ce moment-là, ça va amener à faire en sorte que les enjeux locaux vont avoir beaucoup d'influence. Quand on dit les enjeux locaux, c'est que là, vous pouvez avoir des représentants, par exemple, de l'Alabama, qui va dire, ben, écoutez, moi, chez nous, là, il y a un projet que j'essaie de faire passer. Il n'est pas mis de l'avant, on ne m'écoute pas, puis tout ça. Et là, par exemple, quelqu'un va pouvoir dire, ben, OK, ben, regarde, si tu votes avec nous, on va mettre de la pression, puis on va faire avancer ton projet. Donc, parce que les élus, puis notamment les représentants, vu qu'ils sont élus eux, pour 2 ans et qu'on renouvelle le mandat chaque 2 ans, ils doivent souvent agir en fonction des prochaines élections parce que ça devient plus individuel pour eux. Puis là, ils doivent évidemment répondre à des intérêts de leur propre population dans leur comté, dans leur État, pour s'assurer, à la limite, de peut-être pouvoir gagner les prochaines élections. Donc, ils doivent démontrer à leur personne, à leur population, qu'ils font quelque chose pour eux et qu'ils ne font pas seulement quelque chose pour les intérêts de leur parti. Fait que ça vient alimenter une certaine, on pourrait dire une partie de la politique américaine au Congrès. L'autre élément, on en a parlé, les groupes d'intérêt ou les lobbies, comme j'avais discuté. Ici, je veux apporter une précision parce que j'avais laissé sous-entendre que les lobbies et l'argent avaient l'air d'avoir beaucoup d'influence sur l'ensemble des décisions, qui peut-être qui enlevaient totalement toute indépendance aux élus. Oui et non. Le problème, c'est qu'en fait, des lobbies en soi, ce n'est pas mauvais. C'est plutôt les règles entourant le lobbying qui peut être problématique. Et au Canada, on l'a quand même encadré beaucoup plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas très encadré et ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui ont des poids disproportionnés par rapport aux causes qu'ils veulent faire avancer. Par exemple, si on peut faire une comparaison, il y a un enjeu environnemental dans un endroit aux États-Unis et on sait que l'enjeu oppose des environnementalistes qui veulent défendre, par exemple, on pourrait dire le non-passage d'un pipeline en plein milieu d'un État. Et évidemment, il y a les compagnies pétrolières, elles, qui ont intérêt à construire ce pipeline-là puis qui veulent le faire passer, qui vont essayer de peser sur les décisions au Congrès, aussi à la présidence, pour gagner leurs points. Le problème où on dit que ça peut être disproportionné, c'est qu'évidemment, les deux groupes n'ont pas les mêmes moyens. On s'entend ici que les entreprises pétrolières ont beaucoup plus de moyens financiers pour se payer des lobbyistes, pour influencer, faire de la publicité, orienter le message. Donc, ils ont la capacité de le faire, ce que les environnementalistes ont peut-être moins. Ça veut pas dire qu'ils sont complètement dépourvus de moyens, mais ils n'ont pas le même poids, la même influence. Donc, ça joue beaucoup sur la prise de décision de certains enjeux aux États-Unis, de pas tous les enjeux, mais de certains enjeux. Il va toujours avoir des lobbyistes qui vont être présents puis qui vont être là pour essayer d'avoir leur mot à dire sur différentes politiques. Donc, ça, c'est
les principales, on pourrait dire, comparaisons qu'on peut faire avec le système canadien. Évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres, puis même le fonctionnement du Congrès est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de personnages, il y a des rôles à l'intérieur de tout ça, comme il y a des rôles aussi à l'intérieur du Parlement canadien. Mais là, pour l'instant, pour éviter d'alourdir le propos et de rentrer dans des détails, on va s'en tenir à ça pour le moment, pour du moins que vous ayez une compréhension minimale du fonctionnement de cette organisation, de cet organe politique-là. Finalement, pour ce qui est du pouvoir législatif, ben, on peut regarder aussi le processus législatif. Dans ce cas-ci, il est relativement semblable à celui du Canada dans ses étapes. Excepté, là, si on regarde la carte en haut, désolé, là, c'est très petit, mais c'est pas grave de ne pas voir tous les détails, là, ça n'a pas tant d'importance. On peut regarder juste la grande barre multicolore qui nous explique d'un bout à l'autre les différentes étapes par lesquelles doit passer ce qu'on appelle un projet de loi. En fait, aux États-Unis, on appelle ça un bill. On va parler d'un bill avec un chiffre associé à, par exemple, vous avez en haut là, les codes d'un bill, fait que ça peut être Bill HR 301, quelque chose comme ça. Bon, ça va là, selon différents éléments rattachés à la description. Ça n'a pas tant d'importance pour nous, mais ce qu'on va voir ici, là, c'est cette idée que le bill, le projet de loi, qui peut être aux États-Unis déposé de différentes façons. En fait, premièrement, ça peut être les représentants eux-mêmes, sénateurs ou congrès, ou les élus de la Chambre des représentants qui peuvent déposer un projet de loi. Évidemment, c'est leur principal travail. Ça peut venir d'une législature d'État aussi. On le voit, le deuxième case noire, State Legislature. Donc, ici, ben oui, il y a un État peut envoyer un projet de loi à Washington si ça concerne, là, dans ce cas-là, le national à ce niveau-là. Ça peut être le peuple. Donc, les gens peuvent signer une pétition, proposer un projet de loi et l'envoyer à Washington. Et évidemment, ça peut venir aussi du président. Le président peut proposer des projets de loi qui vont être déposés, qui vont être, comme tous les autres, étudiés. Donc, ensuite de ça, le projet de loi va prendre il va suivre une ligne où là, il va passer par différentes étapes. Premièrement, on va l'introduction de la législation, on va passer par ce qu'on appelle des committee work. C'est un peu comme les études en comité qu'on a au Canada, où là, des comités formés des deux parties vont se pencher sur le projet de loi. Ils vont faire, on pourrait dire, un premier travail de débroussaillage. Ensuite de ça, il est emmené à la Chambre des représentants. On va débattre sur le projet de loi, on va apporter des amendements. On va ensuite de ça le transférer à la question budgétaire. Donc, s'il y a un budget associé à ça, il faut aussi poser les questions pour associer la part de budget qui est nécessaire au projet de loi. Ensuite de ça, l'autre côté, en mauve et bleu, ça s'en va là, au Sénat. Donc, puis là, on suit le même trajet, c'est-à-dire les étapes qu'on a passées à la Chambre des représentants, on va les faire aussi au Sénat. Et là, même chose encore, le Sénat se regroupe en comité, on va en discuter, on va en débattre, on va apporter des amendements. Et une fois que ça a passé par les deux instances, que les deux instances ont voté pour le projet de loi, ça doit avoir l'approbation finale du président. Donc, le président peut, lui, dans son cas, mettre ce qu'on appelle un veto sur le projet de loi. Et là, à ce moment-là, si le président met son veto, c'est qu'il ne ratifie pas le projet de loi et le projet de loi meurt. Tout simplement, donc il n'existe plus. C'est plutôt rare, ça arrive. Il faut vraiment qu'un président soit décidé, on pourrait dire, à vouloir bloquer un projet de loi qui vient du Congrès. Mais habituellement, ça a passé par tellement d'étapes. Puis si vous remarquez, là, un peu partout sur le dessin, on voit des petites mains rouges dans une espèce d'étoile noire. Ça, c'est tous les endroits où le projet de loi peut mourir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points où, dans le fond, le projet de loi ne peut, en cours de route, tout simplement tomber et ne pas se rendre jusqu'à la fin. Donc, quand il se rend au président, c'est parce que vraiment, là, on l'a passé de tout bord, tout côté, puis qu'il est pas mal acceptable pour l'ensemble des élus. Donc, le président doit donner son accord. Et c'est seulement là que le projet de loi, le bill, devient officiellement une loi.
On arrive maintenant au pouvoir exécutif, donc la présidence aux États-Unis. Évidemment, comme les États-Unis sont actuellement encore la plus grande puissance du monde, tant sur le plan économique, militaire, voire même culturel, c'est sûr que le président américain prend un rôle très important depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même voire un peu avant. Euh, Avant ça, déjà, la présidence américaine était quand même, on pourrait dire, une instance de pouvoir presque sacrée aux États-Unis dans la mesure où ça dégage, ça amène une certaine fascination des Américains pour leur président. Bon, ici, il faut faire une parenthèse. Première des choses, chaque président va apporter sa couleur, son style. Donc, d'une présidence à l'autre, on n'aura pas toujours le même type de présidence. On a des présidents plus colorés, des présidents plus, on pourrait dire, plus cérébrales, plus intellectuels, mais qui vont être plus sobres. Et là, évidemment, ben, on a un président quand même un peu particulier dans la personnalité de Donald Trump. Euh, je vais laisser les historiens juger de son bilan d'ensemble comme président. Mais une chose que je peux dire, moi, comme un peu spécialiste des questions politiques, on peut dire assez ouvertement que Donald Trump est peut-être et probablement pas le meilleur chef d'État. C'est un homme qui n'est pas de ce milieu-là, qui n'a aucune expérience en politique. Ça a joué pour lui pour ses élections. Il y a des gens qui voulaient un outsider. Il dénonçait l'establishment, il dénonçait les médias. Il le fait encore aujourd'hui. Mais clairement, il n'y avait pas d'expérience d'État. Il n'y avait pas d'expérience en politique. Puis ça, dans les dernières 4 années, ben ça l'a paru. Malheureusement, ça a beaucoup paru. Puis ça paraît que le président, là, actuellement, comme il est écrit à côté, ben, on ne peut pas dire qu'il incarne les idéaux politiques du pays comme il devrait le faire. On s'attend à ce qu'un président soit un symbole d'union, quelqu'un qui va tenir les États-Unis ensemble. Actuellement, on pourrait dire que Donald Trump aide plutôt à consolider les divisions puis à entraîner les États-Unis peut-être dans une situation beaucoup plus difficile. Il faut faire attention ici. On n'est pas en train de dire que c'est à cause de Donald Trump. Tous les problèmes que les États-Unis ont étaient déjà là. Donald Trump, plutôt que d'améliorer la situation, on pourrait dire qu'il contribue à la faire, à accélérer la dégradation de cette situation-là. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire de la présidence en général? Bon, un président, comme je l'ai expliqué tantôt, il est élu pour un mandat de 4 ans avec un maximum de 2 mandats possibles. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a déjà des présidents qui ont fait 3 mandats, mais après l'époque de Franklin Delano Roosevelt, on a décidé de limiter la présidence à 2 mandats et on a modifié la Constitution, on a apporté un amendement à la Constitution pour que le président ait un maximum de 2 ans. Donc, un président peut faire au total 8 ans, comme par exemple Barack Obama ou George W. Bush avant lui ont fait. Reste à voir si Donald Trump va remporter les élections ou il va faire un autre 4 ans. C'est moins sûr de ce côté-là, mais bon, là, ici, on ne fera pas le prognostic des prochaines élections qui s'en viennent. Donc, le président est, premièrement, comme il est chef d'exécutif, il est chef de l'État. Donc, c'est lui qui met en œuvre les politiques, c'est lui qui nomme ses secrétaires, c'est lui qui nomme le personnel qui va s'occuper de l'appareil étatique. Le président a quand même beaucoup de pouvoir parce qu'il peut placer beaucoup de gens autour de lui dans différents postes. Et c'est lui qui s'occupe de beaucoup de choses aussi. Même si, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a
beaucoup de pouvoir qui est donné au législatif, le président est quand même celui qui intervient beaucoup plus ouvertement, beaucoup plus publiquement auprès de l'État. C'est lui qui représente les États-Unis en dehors de son pays. Il est le chef des armées. Donc ça, c'est un rôle important parce qu'à chaque fois que les États-Unis sont en conflit, le président a son mot à dire. Oui, il y a le Pentagone, oui, il y a les généraux. Les généraux vont encadrer, vont conseiller la présidence. Le président a toujours aussi un conseiller en matière de sécurité qui va l'aider dans ces décisions-là. Mais ça reste le président qui a toujours le dernier mot sur des actions importantes qui peuvent être entreprises. Le président a le droit même de commencer ou d'intervenir dans un conflit, de commencer une guerre. Mais là encore, là, il y a un délai. Il peut le faire pendant 90 jours. Il peut même demander un report de ce 90 jours-là auprès du Congrès. Mais c'est le Congrès qui, officiellement, comme je le disais tantôt, déclare la guerre et signe la paix. C'est pas le président qui ratifie tout ça. C'est vraiment le Congrès qui a le dernier mot là-dessus. Mais ça n'empêche pas les présidents d'avoir pu intervenir dans différents conflits, même sans avoir toujours officiellement déclaré la guerre. Donc, on va jouer un peu avec les règles, on va dire, on va trouver des moyens plus contournés de faire la chose. Et, ben, dernier point, puis ça, il y a des gens qui ont craint, parce que comme il y en a qui ont des doutes sur la santé mentale de Donald Trump, ben, on craint aussi ce qu'il pourrait faire avec les armes nucléaires, parce qu'en fait, c'est le président qui possède une des clés pour appuyer sur la commande qui va déclencher la possibilité de lancer des armes nucléaires. Bon, de ce côté-là, on peut donner une chance. Donald Trump, il n'est pas très aventurier à l'extérieur. Il parle beaucoup à l'intérieur, il est provocateur, il divise plus qu'unit son pays. Mais à l'extérieur, il n'est pas le président qui va être le plus intervenu militairement, on pourrait dire. Tant que ça, Barack Obama a fait beaucoup plus d'interventions militaires que le président Trump lui-même. Donc, tout ça pour dire que ça reste un rôle extrêmement important aux États-Unis pour les raisons que j'ai expliquées, autant à l'interne qu'à l'externe. Et là, ben, évidemment, comme ça change, chaque président apporte son style et donc ça donne une couleur aussi à cette présidence-là à tous les 4 ou 8 ans. Je ne veux pas trop m'attarder sur le troisième élément, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. On va parler un petit peu de la Cour suprême ici, mais assez rapidement. Bon, j'ai déjà parlé de celle du Canada. On peut dire que la Cour suprême des États-Unis joue sensiblement le même rôle que la Cour suprême du Canada, c'est-à-dire que les juges de la Cour suprême sont là pour interpréter les lois et en juger en fonction de la Constitution américaine. La chose sur laquelle je veux notamment parler, c'est l'influence en fait de la Cour suprême sur les débats dans la société, puis comment ça peut transformer la société américaine. Et là, on le voit présentement. Tout récemment, il y a une juge qui était plus de gauche, plus démocrate, qui est décédée. On doit la remplacer et le président qui nomme la personne en question, qui doit être confirmée par le Sénat aux États-Unis, a décidé d'agir rapidement. Évidemment, il y a de la politique là-dedans, il y a une question électorale. Pourquoi? En fait, on veut nommer, ben là, on a déjà choisi la personne, c'est Amy Coney Barrett, excusez, qui est une femme de 48 ans, qui est connue dans le milieu, mais qui est notamment connue pour être une ultra-conservateur, une femme qui vient de milieux religieux et qui, si elle est nommée, ce qui devrait être le cas, va donner l'avantage aux républicains, aux positions plus conservatrices aux États-Unis qu'aux positions progressistes. En fait, c'est qu'il y a 9 juges à la Cour suprême. Récemment, il y en avait 5 démocrates, 4 républicains. Là, on va tomber à 5 républicains, 4 démocrates.
Et la peut-être future juge de la Cour suprême, Madame Barrett, ne se gêne pas pour dire qu'elle a l'intention de reconsidérer certains dossiers, notamment comme la question de l'avortement, du mariage entre personnes de même sexe, et d'autres enjeux de ce type-là. Elle insiste, entre autres, pour qu'il y ait plus d'intervention du religieux dans les affaires de l'État, ce qui est une chose qui pourrait ailleurs être complètement décriée parce qu'on a toujours voulu qu'il y ait une séparation entre l'État et le religieux. Là, dans ce cas-là, elle hésite moins. Tout ça pourra avoir un impact assez important dans les années à venir parce qu'il y a une chose ici qui est importante, c'est que les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Donc, ils sont là pour longtemps, puis notamment Mme Barrett, comme elle a 48 ans, ben elle risque d'être à la Cour suprême encore au moins une bonne trentaine d'années minimum. Donc, elle pourrait avoir un poids considérable sur l'avenir social des États-Unis. Et ça, là, on pourrait dire, ben, pourquoi Donald Trump veut la faire élire? Ben, évidemment, c'est que lui a un électorat qui appuie cette dame-là, qui font partie de cette tendance-là, et Trump veut s'assurer que ces gens-là vont voter pour lui. Donc, c'est un cadeau qu'il leur fait. Est-ce que Trump est un ultra-conservateur? Je ne croirais pas. Il y a d'autres penchants. C'est clairement pas quelqu'un de religieux. Il n'a jamais été dans sa carrière de toute façon avant et il ne nous fera pas croire aujourd'hui qu'il l'est plus. Donc, c'est clairement un choix politique ici qui fait en vue de se faire réélire. J'en dis pas plus sur la question de la Cour suprême. Vous avez quelques notes à côté là, pour expliquer des choses, mais c'est sensiblement, là, on pourrait dire, l'élément important dont on peut parler présentement. On doit parler d'un autre élément important, en fait, qui joue dans la politique américaine. C'est ce qu'on appelle le système de checks and balance. Désolé là, pour l'anglais, mais on l'appelle le système de balance et de contrebalancier, si on peut le traduire d'une certaine façon comme ça. Désolé aussi pour le schéma à côté qui est anglophone. J'en ai pas trouvé en français qui expliquait de la même façon les éléments importants. Donc, mais je juge de votre bonne capacité à lire l'anglais à ce niveau-là. Qu'est-ce que le système de checks and balance? En fait, dès le début de la Constitution américaine, les pères fondateurs craignait qu'il y ait une possibilité dans un pouvoir politique de réunir des pouvoirs en une seule instance ou en une seule personne. Et on voulait s'assurer d'avoir un mécanisme qui empêcherait ça et qui assurerait la séparation des pouvoirs, le maintien de la séparation des pouvoirs, et non seulement ça, mais une capacité pour chacun des pouvoirs de pouvoir mettre en échec un autre pouvoir. Donc, on a créé ce système-là de check and balance. Il y a plusieurs éléments, puis on en a déjà parlé, mais on va s'attarder à certains points particuliers. Bon, entre autres, les juges de la Cour suprême peuvent décider de deux choses importantes. Je l'ai mentionné un peu tantôt, ils peuvent invalider des lois qui sont décidées par le Congrès, donc les considérer comme inconstitutionnelles, et ils peuvent faire aussi la même chose avec les décisions du président. Donc, ils peuvent renverser des décisions présidentielles comme étant inconstitutionnelles. Pour tout vous dire, dans l'histoire américaine, c'est presque pas ou très peu arrivé. On n'est pas, il n'y a pas de très peu de moments, même que je m'en rappelle pas moi par cœur, des fois où on a dû en venir à renverser des décisions-là. Mais c'est quand même un garde-fou parce que ça oblige autant le président, autant les élus de faire attention finalement à ce qu'ils font parce qu'évidemment, il y a toujours la possibilité que les juges de la Cour suprême renversent. Mais évidemment, encore là, comme je viens d'expliquer, selon la tendance que la Cour suprême va prendre, d'un point de vue plus idéologique, plus conservatrice, plus progressiste, ça va jouer aussi sur les décisions qui vont être prises dans les deux autres organes, on pourrait dire.
Ensuite de ça, le président peut apposer son droit de veto. J'ai déjà expliqué, donc, toutes les lois qui viennent du Congrès. Fait que vous voyez, les lois peuvent être bloquées de deux façons. Peuvent être bloquées à la Cour suprême et peuvent être bloquées par le président. Donc, le président peut déposer son veto. Sauf que le Congrès peut rejeter un veto présidentiel. Donc, par exemple, on aura un président qui essaye d'abuser de son veto et qui l'applique à la va comme je te pousse. Bien évidemment, là, si ça ne fait pas l'affaire du Congrès, le Congrès peut s'entendre pour renverser un veto présidentiel. Sauf que là, ça prend en fait plus que la majorité des deux chambres. Il faut que les représentants et les sénateurs soient aux 2 tiers en accord avec le fait de renverser un veto présidentiel. Donc, il faut vraiment qu'il y ait presque une unanimité de la part des élus pour qu'on fasse ça. Finalement, le Congrès peut démettre un président de ses fonctions. On en a entendu parler dans l'actualité en début d'année. C'est ce qu'on appelle le processus d'impeachment. C'est-à-dire, c'est la possibilité de débarquer finalement un président de sa présidence parce qu'on le juge plus apte à conduire, soit parce que le président a commis un acte à un point grave qu'il ne peut plus être président, ou selon l'article 25 de la Constitution américaine, pas article, mais l'amendement, en fait, 25. On en a parlé récemment parce que là, les démocrates, Nancy Pelosi, en fait, la chef, la leader des représentants démocrates, a invoqué l'article 25 pour étudier la santé du président. Et là, il y a une possibilité aussi de débarquer un président si on le juge plus apte d'un point de vue de sa santé à encore là occuper ses fonctions. Donc, il y a plusieurs autres éléments. Puis si vous regardez le schéma, là, on peut voir plus de détails sur les jeux, puis sur les possibilités des pouvoirs de bloquer l'un l'autre, les capacités d'intervention, des choses comme ça. Mais j'ai ici de nommer celles qui sont assez importantes et qui animent une partie de la politique américaine. Je vous dirais que dans tout le système américain, s'il y a une chose qu'on peut considérer comme étant assez bien pensée, même si ce n'est pas parfait, qui est intéressante, c'est entre autres ce système-là qui avait été mis en œuvre là, il y a presque 250 ans aujourd'hui. On arrive maintenant au dernier point, en fait, le processus électoral. Juste petite parenthèse ici, vous avez pu voir dans certaines caricatures apparaître l'âne et l'éléphant. Pour ceux et celles qui ne sont pas familières avec ça, en fait, ce sont, on pourrait dire, les symboles, les mascottes qui représentent les partis politiques aux États-Unis. En fait, l'âne, c'est la représentation, c'est l'animal fétiche des démocrates et l'éléphant, celui des républicains. D'où ça vient ça? En fait, c'est un caricaturiste du 19e siècle qui avait commencé à faire des critiques par rapport aux deux partis, les associant en fait à ces symboles-là. Puis c'est resté, ça a été adopté par les partis, ils ont gardé ça aujourd'hui encore pour représenter une certaine image de leur parti politique. Donc, évidemment, ces deux partis-là à tous les 2 ans, comme on expliquait, au présidentiel aux 4 ans, se battent pour avoir les majorités dans les différentes instances politiques américaines. Autre élément important ici, aux États-Unis, il y a en théorie pas d'autres partis politiques que les démocrates et les républicains. Pourquoi? Ben parce que historiquement, ça s'est mis en place comme ça. Excusez, mon téléphone sonnait, puis j'ai oublié d'éteindre la sonnerie. Donc, ça s'est mis en place, puis ça a été, même s'il y a des gens qui ont tenté à certains moments de partir d'autres partis politiques, sont trop écrasants tout simplement, puis ils prennent l'ensemble de l'espace. Sur toute la scène américaine, là, on parle pas juste au national, mais dans les États, voire même jusqu'au municipal, ce sont des camps, des maires
maires ou des futurs maires s'affrontent, des candidats pour les mairies, par exemple à New York, vous allez avoir des républicains, des démocrates, c'est partout comme ça. Donc, le processus électoral américain, il est semblable aux notes en certains aspects, mais en même temps, il est assez complexe. Sur quel point il est semblable? Bon, ben, comme nous, ils ont un suffrage universel, ça prend 18 ans pour voter et ils ont un scrutin uninominal à un tour. Mais c'est à peu près là que les ressemblances s'arrêtent. Pour le reste, en fait, au Canada, au Québec, on a pour le Canada une seule loi électorale. Il y en a une par province pour les élections provinciales. Aux États-Unis, on a des lois dans les 50 États. Chaque État a sa propre loi électorale, donc tout le monde dans chaque État décide de comment les élections vont procéder. Ça peut devenir extrêmement complexe et ce qui fait des fois que il y a des problèmes, il y a certains fouillis parce qu'on utilise des systèmes, d'autres utilisent d'autres. Donc, c'est pas très standardisé, c'est pas très uniforme. Il y a deux choses qui ressortent du système électoral américain. C'est deux mécanismes, en fait, qui sont les primaires et le collège électoral. On va voir les deux, puis en fait, j'ai des petites vidéos à vous proposer qui vont mieux expliquer que moi, je vais le faire probablement, que vous pourrez regarder. Donc, si on regarde le cas des primaires, en fait, les primaires, c'est essentiellement tout le processus pour choisir le candidat officiel, ben, les candidats, si on a affaire aux deux partis en même temps, officiels pour les élections présidentielles. Donc, on l'a vu récemment, les démocrates avaient à choisir un nouveau candidat, donc il y a plusieurs personnes à l'intérieur du Parti démocrate qui se propose pour être candidat à la présidence. Et on va, au cours de plusieurs mois, parce que les primaires, ça va durer à peu près autour de 6 à 7 mois. Donc, on va procéder à un choix, une espèce de campagne électorale, si on veut, mais à l'interne, où on va finalement élire un candidat. Dans ce cas-là, avec son colistier qu'on appelle. Donc, dans ce cas-là, on va avoir choisi Joe Biden avec Kamala Harris. Les républicains n'avaient pas à le faire parce que comme le président est là pour un deuxième mandat, c'est le même candidat, donc c'est le président en place qui se présente. Juste en haut, vous avez une petite vidéo en fait qui explique tout ça, mais là, vous ne pourrez pas le regarder puisque vous n'aurez pas directement le PowerPoint. C'était quelque chose habituellement qui est présenté en classe, mais je vais quand même inclure le vidéo dans le Google Classroom. Vous pourrez le regarder là, de manière séparée à ce moment-là. Deuxième mécanisme important, c'est le collège électoral. Une fois que les candidats ont été choisis, on rentre en campagne électorale officiellement pour les présidentielles, donc généralement qui vont durer comme présentement au mois de septembre, octobre, et va arriver le temps du vote, toujours le premier mardi de novembre. Donc, comme cette année, c'est le 3 novembre. C'est toujours ça, donc c'est des élections qu'on dit à date fixe. C'est les Américains qui vont aller voter, qui vont choisir leur candidat préféré pour la présidence, excepté que aux États-Unis, on a un truc spécial qu'on appelle le collège électoral. Donc, en fait, c'est qu'une fois que les Américains ont fait leur choix, il y a un nombre de votes déterminé par pas par la taille de la population, mais en fait par le nombre de représentants que les États ont, plus les deux sénateurs. Donc, c'est pour ça que vous voyez ces chiffres-là différents. Et dans les petits États où on a deux représentants, un sénateur, un représentant, deux sénateurs, pardonnez-moi, ben, on se retrouve avec un minimum de trois. Mais tandis que des États assez importants, par exemple, vous regardez le Texas, la Californie, la Floride, New York, ben là, on a beaucoup plus de candidats. C'est eux qu'on appelle les grands électeurs. Il y en a au total 538. Donc, pendant une campagne électorale, les candidats à la présidence vont se battre pour gagner
en fait, les grands électeurs. Gagner la population pour que la population vote pour eux, mais ce qu'on veut, c'est aller chercher un nombre de grands électeurs suffisant pour gagner la présidence. En fait, un candidat doit obtenir 270. C'est pour ça qu'il y a des États qui deviennent très importants comme enjeu pendant la campagne présidentielle. Il y a des États qu'on va dire qui sont acquis à des partis politiques. Par exemple, la Californie, généralement, en Californie, on va toujours voter à grande majorité démocrate. Donc, on sait que les 55 grands électeurs de la Californie sont déjà pour les démocrates, donc sont gagnés d'avance si on veut. Ben, ça pourrait changer, mais c'est rare. Ça arrive presque jamais. Pareil pour le Texas, où là, on a 38 grands électeurs qui vont pencher généralement pour les républicains. Donc, ce qui devient important pendant une campagne électorale américaine, c'est ce qu'on appelle les swing states. C'est les États qui, eux, ont la réputation de pas toujours voter la même chose. Il y en a quelques-uns, notamment la Floride, qui va changer puis qui va voter à certains moments démocrate, à certains moments républicain. Je vous dirais dans les dernières années, plus souvent républicain. Il y a l'Illinois, le Michigan, qui ont fait pencher la balance pour Donald Trump à l'élection de 2016 et qui sont encore actuellement un enjeu pour l'élection de 2020. Là, présentement, il y a des États qui étaient considérés comme acquis aux républicains qui, selon les sondages, pourraient changer de bord. Par exemple, l'Arizona, qui était généralement républicain, ben là, selon ce que les sondages disent, selon certains experts, puis si on voit là, juste à côté de la Californie, on a l'Arizona avec 11 grands électeurs, l'Arizona pourrait pencher du côté démocrate. Tout ça, ça reste à voir. On verra le 3 novembre ce qui va arriver et on verra qui va remporter les 270 grands électeurs. Donc, pour avoir un peu plus d'explications, ça aussi un petit vidéo à regarder tout de suite après. C'est ce qui va conclure en fait notre présentation pour cette semaine. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine et on aborde là, carrément un autre sujet, c'est-à-dire on va voir les systèmes dictatoriaux, donc les systèmes qu'on dit autoritaires. Donc, bonne semaine à tout le monde, à bientôt.